Je suis très heureux de partager avec vous votre combat de sauver la civilisation humaine contre un système d'usure criminel mondial. On est face à une régression de nos normes internationales vers une sauvagerie inhumaine. Écrivait il y a 2 ans l'essayiste et expert des droits de l'homme, Jean Ziegler. À la fin des années 1970, le penseur et visionnaire américain Lino LaRouche a caractérisé la contre-culture qui a généré une telle régression comme celle du sexe, de la drogue et du rock'n'roll. Le danger de guerre et du chaos, quelque chose qui est infligé aujourd'hui à la plupart des peuples du monde, n'a pas provoqué de mobilisation humaine dans une société occidentale où la réalité est perçue comme un jeu joué par des avatars virtuels. Des perceptions corporelles sont dirigées contre l'esprit des gens dans les réclames et les écrans publicitaires qui infestent nos rues et les métros de nos villes, le plus souvent associés à une violence irrationnelle. Très jeunes, nos enfants sont plongés dans un tel univers destructeur et immature. La répétition de ces actions et de ces actes et ces images crée des processus de dépendance comme ceux de la drogue, détournant l'imagination humaine et l'empêchant de s'associer à la raison et à la créativité. Les nouvelles officielles mentent ou répondent à un torrent d'horribles faits divers sur des crimes, des abus sexuels ou des scènes de guerre sanglantes, tandis que les réseaux sociaux vomissent des conspirations impuissantes associées à des forces obscures. Avec l'extension de Google et l'arrivée de la monnaie numérique, nos habitudes et nos modes de vie sont capturés et suivis sous leur contrôle commercial et politique de la NSA, the National Security Agency, créant une société de surveillance comme jamais auparavant dans l'histoire du monde. Le pire, c'est qu'en faisant miroiter le mirage d'une vie facile, c'est d'une façon volontaire que nous finissons par livrer toutes nos données personnelles à la toile et aux banques. Notre vie est donc dirigée hors de la réalité et plongée dans une peur hédoniste de la mort physique, alors que la plupart d'entre nous sont incapables de réagir et de se mobiliser contre la nature même du danger que nous craignons. C'est ce que je devais vous dire d'abord, car c'est bien cela que nous vivons. C'est cette situation qui nous empêche, en Europe et dans le monde occidental, de mener le combat pour qu'on donne la priorité absolue à l'organisation d'une réunion des principales puissances mondiales afin de créer un nouvel ordre pacifique de stabilité par un développement commun de toutes les potentialités. Nous avons perdu le sens en Europe et dans l'ensemble du monde occidental de ce que le pape Paul VI avait appelé dans son encyclique Populorum Progressio le nouveau nom de la paix, un développement économique mutuel. Ce que je vais vous dire maintenant n'est pas inspiré par un constat morbide, mais par la conviction démontrée par l'histoire humaine que nous pouvons briser de telles règles du jeu culturel qui nous sont imposées précisément au moment où elles deviennent insupportables. Pour autant que nous fassions de ce défi la cause de notre vie, nous nous engageons à être l'exemple d'une culture de la vie et de la découverte humaine qui est due à tous. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Regardons ce que disait LaRouche le 27 mai 2004 en réponse à la question « Que fait la culture ?» Je le cite maintenant. Ouverture de citation. John Foster Dulles et James Jesus Angleton sont des exemples de ceux qui ont joué un rôle clé pour faire entrer une partie essentielle de l'appareil de renseignement des SS nazis à l'intérieur de ce qui est devenu plus tard le système de l'OTAN. Fin de citation. C'est un tel système de l'OTAN qui a été le berceau du fameux Club de Rome et de sa conception malthusienne, selon laquelle un monde aux ressources forcément limitées n'a pas la capacité de supporter une population
toujours plus grande. Comme le disait Aurelio Peccei, son fondateur, citation, « Les hommes sont comme les métastases d'un cancer qui prolifère et dont il faut arrêter la croissance. » Fin de citation. Avec Alexander King, Peccei a été l'individu qui a provoqué la diffusion de la déclaration selon laquelle un monde aux ressources limitées ne peut pas maintenir une population croissante. Même de ce point de vue, l'homme est considéré comme un prédateur et un pollueur qui ne peut que détruire la nature. Comme l'a dit un jour le prince Philippe d'Édimbourg, « Je rêve de renaître un jour sous la forme d'un virus mortel, évidemment pour le bien de l'humanité. » Une conclusion extrême, mais logique, car pour lui, l'autre ne représente pas un avantage potentiel, mais un ennemi menaçant de le priver de ses propres ressources. Il faut donc retenir que le prince Philippe est lui-même un virus du même type que celui de John Foster Dulles et James Jesus Angleton ont répondu, étant étroitement liés au cercle qui ont patronné le nazisme. Pour eux, en tant que membres d'une oligarchie au pouvoir, il y a des amis et des ennemis. Et ayant défini leur ennemi comme une forme de mal, il devient acceptable de promouvoir leur éradication avec une culture d'éradication en rejetant l'idée de l'universalité humaine. Les organisations qui ont pris le contrôle de l'Europe occidentale et centrale pendant la période 22-1945, citation, étaient les avoirs politiques d'un réseau créé et dirigé par un ensemble de maisons bancaires privées prenant la forme d'une synarchie internationale. Ce réseau, après 1945 et après la mort de Franklin Roosevelt, a pris la forme d'une internationale anglo-américaine de droite, bien qu'une droite capable de faire apparaître, selon les circonstances, une main de gauche. Le Congrès pour la liberté de la culture a été un produit, après la Seconde Guerre mondiale, leur produit, un appel à la haine, comme l'a souligné Larouche, contre l'héritage du progrès de la civilisation européenne. Un appel à la haine, aussi bien contre la Renaissance du XIIe et XIIIe siècle, aussi bien que contre celui du XVe et du XVIe. Pour être clair, à ce stade, leur appel à la haine est aussi dirigé contre toutes les autres civilisations, que ce soit l'Inde des Védas ou la Chine de Confucius et de Mencius. J'ai souligné une main de gauche parce qu'au niveau international, ils ont qualifié la protection criminelle de leurs intérêts, la responsabilité de protéger la démocratie, comme ils l'ont fait en Irak, en Libye ou en Syrie. Sur le plan intérieur, au sein de toutes les nations, ils promeuvent la même culture dionysiaque d'hédonisme et de mépris du dialogue et de la dialectique socratique, comme l'ont fait les sophistes et plus tard Nietzsche. Pour comprendre comment cela marche, il est indispensable d'examiner comment le divisé pour régner historique de l'Empire britannique s'exprime à partir de sa souche actuelle, mutante, comme un concept en mutation, toujours avec la même intention. D'un côté, on joue les suprémacistes blancs, et de l'autre, les cultes des minorités enragées, et au total, à la fin de l'histoire, personne n'a la moindre idée de quels sont les objectifs communs de l'humanité. C'est ainsi que l'Empire opère. Il oppose les uns aux autres par leur corruption organisée et leur bestialisation. Des forces qui pourraient être ses ennemis et qui, par la manipulation de leurs émotions trompeuses, tombent dans le piège de la lutte des uns contre les autres, toutes deux engagées dans un monde de ségrégation et de haine de l'autre, multiplié maintenant par les algorithmes amplifiés, par les réseaux sociaux mis en place par des types du genre Zuckerberg et la violence des jeux vidéo et des séries télévisées. Quelle que soit la légitimité initiale de leur combat, ils se retrouvent emprisonnés, piégés, soit dans des milices armées revendant du lâchage, soit dans des gangs hurlant « Brûlez, mon pote, brûlez !» ou « Abattons les flics par les cochons !» C'est exactement le contraire du principe de l'avantage d'autrui. Au cœur du traité de Westphalie de 1648,
ou du sermon politique de Martin Luther King sur pourquoi vous devriez aimer vos ennemis. Bien sûr, non pas pour approuver leurs idées, mais pour provoquer en eux l'étincelle d'humanité qui pourrait les faire changer. Souvenez-vous qu'en 1999, Tony Blair, le serpent serviteur de ces réseaux anglo-américains, avait déclaré à Chicago, la ville d'Obama, que notre but, c'est de mettre fin à l'ordre westphalien, c'est-à-dire la fin de l'État-nation souverain au service de l'humanité, le concept à la base de tout ce qui a été de meilleur dans la civilisation européenne depuis cette époque jusqu'à nos jours. Cette oligarchie, pour imposer sa vision criminelle d'un fascisme universel, promeut dans la lutte des États les uns contre les autres ou de soi-disant nationalisme engagé à défendre leurs racines ou leurs intérêts mesquins les uns contre les autres, sans projet commun positif pour l'avenir de tous. Divisé pour régner, il procède avec les États comme il procède avec les associations ethniques, raciales ou politiques, toujours contre le principe de l'universalité. En ce sens, être pessimiste à propos des États-Unis d'Amérique est une mauvaise rhétorique culturelle. Mais prétendre que les États-Unis sont grands contre tous les autres est aussi une rhétorique très mauvaise. L'optimisme véritable, je veux dire, le vrai est de prouver que les États-Unis d'Amérique sont grands lorsqu'ils servent la cause de l'humanité, lorsqu'ils évoquent l'esprit de créativité du système américain des pères fondateurs, ou lorsqu'ils l'identifient avec la cathédrale de Notre-Dame, ou le dôme de Florence, ou encore, comme Trump l'a fait dans un de ses discours, ou encore avec la logistique qui a permis d'emporter la bataille contre le nazisme. Je pourrais dire la même chose exactement à propos de la France. Charles de Gaulle, dans son discours prononcé à l'Université du Mexique le 18 mars, disait « Par-dessus les distances qui se rétrécissent, les idéologies qui s'atténuent, les politiques qui s'essoufflent, et à moins que l'humanité s'anéantisse elle-même un jour dans de monstrueuses destructions, le fait qui dominera le futur, c'est l'unité de notre univers, une cause, celle de l'homme, une nécessité, celle du progrès mondial, et par conséquent, de l'aide à tous les pays qui la souhaitent pour leur développement. Un devoir, celui de la paix, sont pour notre espèce les conditions mêmes de sa vie. Une nation ne doit pas seulement libérer ses propres potentialités, mais aussi celles des autres. À ce stade, nous devons nous demander si la civilisation et la culture européenne ont quelque chose de spécifique à offrir au monde. Lyndon LaRouche répond à cela, citation, « Bien que la nature de notre espèce soit la même partout et qu'il y ait donc une nécessité à long terme de convergence des nations sur des principes communs de conduite mutuelle, l'histoire du développement de la culture européenne est basée sur la distinction fondamentale entre l'homme et la bête, conception enracinée dans la Grèce antique et la loi mosaïque. Cela signifie politiquement l'effort d'ériger une véritable république citoyenne en conformité avec ses principes fondateurs. La preuve de cette capacité est l'exercice de ses pouvoirs créatifs donnés à tous les individus humains, comme l'exemplifie Socrate en inspirant un esclave à doubler la surface du carré dans le dialogue Le Ménon, ou la construction des solides platoniciens, suivie par les découvertes des principes de gravitation universelle par Kepler, Fermat, Huygens, Leibniz, Gauss, Riemann et bien d'autres. Une fontaine, une source inépuisable de découvertes discontinues. C'est le principe de la culture de l'État-nation, l'intervention de l'homme sur la nature et le processus social par lequel l'humanité augmente le pouvoir de notre espèce dans et sur la nature. Les figures de Prométhée et de Jésus-Christ sont les expressions clés de cette culture. Prométhée est aujourd'hui calomnié, en particulier par des écologistes véreux ou aveuglés, comme représentant le culte du pouvoir en soi et non de l'avantage d'autrui. La vérité, c'est que l'oligarchie, tout autant que Zeus, déteste Prométhée.
Et Schill, dans son Prométhée enchaîné, énonce la vérité historique. Prométhée incarne l'intention de donner la connaissance des principes physiques universels aux êtres humains que Zeus entend tenir au statut de bétail humain déshumanisé. Pour être clair, il s'agit de principes physiques universels à réexpérimenter et à revivre, et non de simples formules technologiques répétées par des quasi-perroquets. Jésus-Christ est l'expression de l'amour du Créateur pour l'humanité, comme l'agapé est l'essence de la pratique du droit naturel dans la pratique de la civilisation. Il incarne cet amour en tant que source de pouvoir de création donné à chacun de nous. Comme le dit Matthieu dans 25-40, qui exprime ce souci pour tout dire, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait des choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » En termes de culture occidentale, Prométhée et Jésus-Christ ne représentent pas une rupture ou une lacune, mais une continuité dans la préoccupation pour le développement de l'humanité grâce à la mise en œuvre de ses pouvoirs créatifs. Lino Larouche, avec ses premiers élèves et associés, et tout au long de sa vie, a suivi ce principe, transmettre la capacité humaine d'engendrer des découvertes de principes physiques universels qui peuvent être reproduits, car c'est la seule façon dans notre espèce qui a permis à notre espèce de progresser. Il a toujours transmis le droit de savoir, non pas pour le plaisir de savoir, mais pour intervenir afin d'améliorer la société. Il a produit des mémorandums, des articles, des interventions personnelles pour donner cette étincelle d'inspiration, pour stimuler l'imagination au-delà des descriptions mathématiques, parce que bien qu'on puisse décrire ces principes de façon mathématique, ils ne se réduisent pas à une formule, mais sont l'objet intégral et indivisible de l'esprit humain et non pas simple objet. Nous sommes tous ici à cause de ces interventions de Larouche, en tant que représentant majeur et unique de la spécificité d'une culture et d'une civilisation européenne qu'il a, plus que tout autre, mise en pratique. Mais il parlait de véritable inspiration, disant souvent « Ne m'imitez pas, car c'est la tâche des épigones, mais inspirez-vous de ma méthode et de mes efforts et profitez des progrès de votre propre esprit. » C'est pourquoi nous, les Occidentaux, avons quelque chose d'unique, de spécifique à apporter au monde. Il est néanmoins obligatoire à ce stade de nous mettre en garde, ainsi que notre public. Tout d'abord, comme je l'ai dit au début, nous avons trahi notre propre culture. Cela a commencé contre d'autres nations. En Inde, l'Empire britannique a pillé, massacré et détruit à l'aide d'une oligarchie locale. En Chine, comme le dénonçait Victor Hugo, les bandits impériaux britanniques et français avaient non seulement brûlé le palais d'été, mais avaient imposé la consommation d'opium dans toute l'Asie pour apprivoiser les populations. Aujourd'hui, à partir du XXe siècle principalement, en commençant par la Première et la Seconde Guerre mondiale, nous avons tourné le dos à nos propres principes et nous avons fait contre notre propre peuple ce qu'on a fait aux autres. L'horreur actuelle de la contre-culture, en réalité une culture de la mort actuelle, représente la trahison ultime de la spécificité de notre culture et notre civilisation européenne. Deuxièmement, notre culture européenne n'est pas un produit cantonné à un territoire géographique, géopolitique ou social. Elle est, je dirais même, c'est universel, crétin. On peut donc dire que c'est l'accession à des formes modernes de souveraineté d'un plus grand nombre de nations comme la Chine et l'Inde, en obtenant le droit de conduire leurs propres affaires, en s'inspirant des réalisations de la forme européenne de nations souveraines modernes, qui a permis des avancées dans la totalité et dans l'ensemble de la condition humaine, et pas seulement en Inde, en Chine. Le paradoxe est qu'une telle indépendance ancrée dans le principe européen de l'État-nation a dû être gagnée contre la dégénérescence coloniale des États européens. Le poète et philosophe indien Tagore souligne que la société indienne doit profiter du développement occidental de la science pour maîtriser les forces de la nature avec des machines et au service de l'homme, et non pas pour accepter l'exploitation de l'homme en tant que machine.
nous rencontrons là un vrai concept d'écologie et non pas un concept dévoyé par l'oligarchie pour répondre à l'idée que l'homme et ses machines sont nécessairement destructeurs. Troisièmement, notre culture européenne, la vraie, nous apprend à être des explorateurs, non pas attachés à nos racines, mais avançant à partir de nos sources, toujours inspirés parce que nous ne savons pas encore des autres cultures, au lieu d'essayer de leur imposer nos propres préjugés. Écoutons une fois de plus à Tagore répondant à Einstein lors de la rencontre du 14 juillet 1930 à Berlin. Citation, « La personnalité infinie de l'homme comprend l'univers. Il ne peut y avoir rien qui ne soit subsumé à la personnalité humaine et cela prouve que la vérité de l'univers est la vérité humaine. » Dans son sadhana, qui signifie engagement, discipline et spirituel, écrit « Lorsque nous reconnaissons la loi dans la nature, nous étendons notre domination sur les forces physiques et nous devenons puissants. Lorsque nous reconnaissons la loi de notre nature morale, nous parvenons à la maîtrise du moi et nous devenons libres. De même, plus que nous comprenons l'harmonie dans le monde physique, et plus notre partage de joie à la création. Tel est l'objet ultime de notre existence. Nous devons toujours savoir que la beauté est vérité, la vérité est beauté. Dans sa religion de l'homme, Tagore va encore plus loin. Citation, « Pour cette raison, le plus humain de tous les faits est ce que nous concerne et qu'effectivement nous rêvons du non atteint sans limite, rêve qui donne un sens à ce que nous avons atteint. De toutes les créatures, l'homme seul, vit dans un avenir sans bornes. Notre présent, un avenir sans bornes, comme Larouche disait souvent. Notre présent en est seulement une partie. Les idées encore à naître, les esprits encore informes, taquinent notre imagination avec une insistance qui les rend à notre intelligence encore plus réelle que les choses qui nous entourent. C'est exactement comme cela qu'Einstein et Larouche ont défini le pouvoir créatif de l'imagination, ouvrant les portes des créations futures. Plus tard, Tagore déclare « Par la science, nous précédons à une discipline qui supprime les limites personnelles et nous atteignons ainsi cette compréhension de la vérité qui se situe dans l'esprit de l'homme universel. » Pour Tagore, la vérité et la beauté ne peuvent exister que grâce à l'existence de l'homme. Bien qu'Einstein pense que la vérité est indépendante de l'être humain, ce qui est compréhensible après ses combats à la conférence Solvay de 1927 contre un Niels Bohr, pour qui la vérité dépendait arbitrairement de l'observation humaine. Ce n'est pas du tout l'avis de Tagore, qui, comme Einstein, s'est engagé à trouver la causalité dans l'univers par le pouvoir de l'imagination. Écoutons maintenant Einstein, qui dit « La découverte de la relativité restreinte m'est arrivée par intuition et la musique était la force motrice derrière cette intuition. Ma découverte est le résultat de la perception musicale. » Einstein et Tagore, en vrai génie, jouaient et aimaient la musique comme une puissance dans l'intervalle des notes. Mais quand vous attendez à ce que quelque chose suive logiquement et que soudain, un principe supérieur jette votre esprit au-dessus de lui-même, plus proche de la nature de la réalité. Tagore connaissait bien sûr la culture de l'Europe occidentale, plus que la plupart des Européens de son époque, mais il comprenait que la faiblesse de la culture occidentale était d'avoir arbitrairement séparé le domaine des phénomènes physiques et celui des idées. Il a trouvé dans la culture indienne, dans les Védas, la capacité de comprendre l'univers comme un tout. La vérité, la bonté et la beauté sont en effet englobées dans le concept de Satyam Shivan Sunara. Le plaisir de voir et de participer à une telle beauté est Ananda. Et Tagore a appelé Satchananda, c'est-à-dire la joie d'être avec le un universel. En ce sens, nous rencontrons les lettres de Schiller sur l'éducation esthétique de l'homme, éducation de nos émotions associée à nos pouvoirs créatifs. Le dialogue des cultures est donc nécessaire pour s'enrichir mutuellement avec le meilleur de ce que chacun peut apporter. Un spécialiste de la culture chinoise l'exprime de manière intéressante. C'est le pouvoir de déboguer notre propre culture par une confrontation
qui conduit à surmonter les contraintes mutuelles, non pas pour parvenir à une uniformisation, mais pour parvenir à la compatibilité ou à la copossibilité, comme dirait Leibniz, des deux. Non pas pour dépasser un fossé, mais pour surmonter la contradiction à un niveau de pensée supérieur, ce que Nicolas de Cus appelait la coïncidence des opposés, une culture au-delà des frontières culturelles données. Maintenant, prêtons l'oreille à la culture chinoise. Le concept clé est le ren, le sens de la bonté, la connaissance et l'amour de l'humanité. Confucius, d'après les analectes, aurait dit que pratiquer le ren signifie commencer par soi-même, vouloir établir les autres autant que nous voulons nous établir nous-mêmes et souhaiter leur accomplissement autant que nous souhaitons le nôtre. Trouvez en vous l'idée de ce que vous pouvez faire pour les autres, c'est ce qui vous orientera dans la voie du ren. C'est pour ça que le Tao, dans ce sens, est plus de savoir marcher que d'atteindre une perfection inaccessible, mais nécessaire à notre orientation. Mencius, l'héritier spirituel de Confucius, ajoute, en répondant à un disciple, les organes sensoriels n'ont pas la capacité de penser et de se laisser obséder par les choses extérieures. Les choses simples étant en contact avec d'autres choses, seuls les sens pourraient être attirés par elles. L'organe qui est le cœur d'esprit. S'il pense, il comprenait les choses, mais s'il ne pense pas, il ne pourrait pas les comprendre. C'est ce dont le ciel nous a dotés. Si nous commençons à construire ce qui est grand en nous, la petitesse ne réussira jamais. Il n'en faut pas plus pour devenir un grand homme. Pratiquer le ren exige donc de rompre avec la logique de nos habitudes mentales qui entravent le Tao et de rencontrer l'autre, non pas comme une assimilation, mais comme une sorte d'opportunité pour une seconde vie. La différence entre moi et l'autre n'est pas abolie, mais une nouvelle vision émerge à notre manière, comme un paysage émergent du brouillard des peintures chinoises. Comme dans le christianisme occidental, l'idéal est un saint engagé à faire le bien pour empêcher le mal d'apparaître. Dans la culture chinoise, l'idéal est le sage, toujours disponible pour les autres pour faciliter une amélioration de leur voie vers le ren. Pour l'ensemble de la société, ce n'est pas évidemment la même chose, mais les deux sont non seulement compatibles, mais créent une coïncidence dans un univers supérieur. Le grand philosophe allemand Leibniz, dans sa Novissima Sinica, a déclaré que les missions des Occidentaux devraient aller en Chine pour enseigner les sciences les plus avancées, la créativité dans le domaine de la nature, tandis que les missions des Orientaux devraient être envoyées en Occident pour enseigner l'harmonie sociale, la créativité dans le domaine des relations humaines. L'occasion a été manquée, mais je suis profondément convaincu qu'elle nous est à nouveau donnée aujourd'hui. Si nous dépassons les confrontations actuelles destructrices qui sont contraires à l'esprit de l'Occident et de l'Orient, telles que représentent par la Chine et l'Inde. Cela ne signifie pas que les gouvernements de nos pays sont parfaits, mais s'ils l'étaient, nous ne serions pas nécessaires. Et nous sommes très nécessaires, car une erreur militaire dans le contexte de l'état géopolitique et financier actuel peut conduire à l'extinction de l'humanité, comme les orateurs précédents l'ont développé. Ma conviction la plus profonde, c'est que l'ananda, le zen et l'agapé, bien qu'ils ne soient pas identiques, sont tous dirigés par la même impulsion humaine où la beauté, la bonté et la vérité se rencontrent. Il appartient à chacun d'entre nous de le prouver dans un dialogue des cultures et des civilisations qui trace la voie vers la réalisation des objectifs communs de l'humanité. J'ai dit pas la même chose, et heureusement parce que nous existons sous diverses formes de congruence vers une unité. Nous devons tous devenir des explorateurs parce que pour accomplir notre tâche, nous avons besoin de courage pour examiner notre propre mode de pensée, pour identifier nos préjugés qui nous empêchent d'articuler une hypothèse pour parvenir à un avenir meilleur commun, un âge de raison, inspiré par l'éducation de nos émotions. Je suis optimiste, malgré ce que j'ai dit au début, parce que la créativité humaine a fait de nous, comme l'a prouvé le biogéochimiste russe Vladimir Vernadsky, des êtres de plus en plus responsables de tout le vivant. Le fait que nous soyons ici, tous ensemble, même si toutes nos idées et nos concepts ne sont pas les mêmes, confirme mon optimisme.
notre optimisme à condition que nous nous battions pour le conserver. C'est cet optimisme raisonnable, informé, émotionnel que nous devons transmettre aux principaux dirigeants de notre monde. Ce que nous avons réalisé au cours de ces 2 jours devrait être l'exemple qui leur est donné en tant que processus social. Si nous devenons des explorateurs et des créateurs, la coïncidence des contraires devient non seulement une possibilité, mais une manière heureuse de résoudre toutes les questions mesquines. Permettez-moi de terminer avec une dernière citation de Tagore. L'Inde étant apparemment problématique de ces jours, mon intention de lui offrir le meilleur de ce qu'elle nous a donné de meilleur. Tagore. Nous rencontrons de nombreux visages de notre monde, mais seuls certains d'entre eux pénètrent dans notre esprit, presque à notre insu. Ce n'est pas à cause de leur beauté qui nous impose leur présence, mais à cause d'une autre qualité. Dans la plupart des visages, la nature humaine ne se montre pas. Mais il y en a quelques-uns où cette mystérieuse qualité intérieure se manifeste spontanément. Puis un tel visage se détache parmi des milliers d'autres et s'impose soudainement à notre esprit. Je suis plus optimiste que Tagore. Je sais que chacun d'entre nous peut acquérir un tel visage, y compris nos dirigeants mondiaux, encore si imparfaits, si nous relevons le défi qui nous est lancé, à savoir sortir de la sauvagerie inhumaine, criminelle et dégoûtante qui règne. Soyons guidés d'après la voie créative par les fermiers et les penseurs.